Fréquence Drone, l'interview par Thierry Maure. Depuis le transfert de l'EASA des compétences réglementaires de l'autorité des activités drones, initialement confiées à la DSAC, de nombreux acteurs de la filière pensent que la France a perdu de sa superbe en matière de positionnement sur les marchés des UAS. Réalité ou autoflagellation chronique des industriels et acteurs français du drone ? En sa qualité d'observateur des activités télépilotées aériennes, depuis des années, notre invité du jour, Yves Morier, nous partage son point de vue. Bonjour Yves, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour Thierry, merci pour ton invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. J'ai gardé en effet un excellent souvenir de la première émission à laquelle tu m'avais invité, donc j'ai répondu présent aussi cette fois-ci. Eh bien écoute, c'est avec le plus grand plaisir qu'on te reçoit à nouveau. Alors Yves, on rappelle quand même pour nos auditeurs qui n'auraient peut-être pas entendu la première émission que tu as une très longue carrière dans le domaine de la réglementation aérienne, puisque tu as été le directeur de la réglementation des JAA, la Joint Aviation Authorities, en français les autorités conjointes de l'aviation. C'est un organisme associé à la Conférence européenne de l'aviation civile pour l'élaboration de la mise en œuvre des normes communes de sécurité pour la navigabilité des aéronefs, de leur entretien, de leurs opérations et des licences du personnel. Alors tu as aussi occupé divers postes de chef de département à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ce que l'on appelle communément l'EASA. Alors les exploitants de drones ont-ils tort de penser que la France, et en particulier la DGAC, a perdu de ses prérogatives au profit de l'EASA ? Merci pour cette question intéressante. Il est vrai que la compétence réglementaire est partie de la DGAC à la Commission européenne pour les règlements, donc tout ce qui est hard law, donc la loi, et à l'EASA pour les moyens acceptables de conformité et les documents de guidance, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle donc soft law. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que la France ne peut plus influencer le processus réglementaire. Les hard law et les soft law font l'objet de consultations très larges au travers de Notice of Proposed Amendment. Et la DGAC siège au comité EASA où sont discutées toutes les réglementations drones, en particulier celles concernant opérations et USPACE. Les approbations opérationnelles, les approbations Light Unmanned Aircraft Operator Certificate et les attestations de compétences pour les télépilotes sont délivrées par la DGAC. Les conditions techniques de classe pour les drones utilisés en catégorie ouverte et pour les scénarios standards sont aussi vérifiées par des organisations notifiées par la France. La procédure d'approbation opérationnelle pour les opérations transfrontières implique aussi la DGAC. Seuls les dossiers de vérification technique et de certification de type pour les drones sont délivrés par l'EASA. Les espaces USPACE et les certificats pour les fournisseurs USPACE seront délivrés par la DGAC. Ce que j'essaye de dire, pour résumer, c'est que la réglementation se fait maintenant au niveau européen, de manière ouverte, mais sa mise en œuvre demeure pour la plus grande partie au niveau national. Cet équilibre demeurera pour la catégorie certifiée qui reste à détailler et on a prévu une Notice of Proposed Amendment, une consultation pour l'année prochaine. L'avantage de cette réglementation européenne est de créer un marché européen. Avant cette réglementation, il y avait un grand nombre de réglementations nationales. La plupart des États avaient légiféré. Les réglementations étaient relativement différentes. Certaines étaient souples, certaines l'étaient moins. Et donc, il aurait été difficile d'avoir un marché européen. La réglementation au niveau européen permet donc la création de ce marché européen qui est donc bénéficiaire aux constructeurs et aux exploitants. Pour continuer sur cette réglementation européenne, elle bouleverse quand même pas mal de nombre d'acquis chez les exploitants français. On avait une réglementation nationale qui nous était quand même assez confortable. Et pourtant, en dehors de quelques exceptions telles que la hauteur de vol ou certains types de scénarios, voire le vol en grande élongation, cette nouvelle réglementation nous est pourtant plutôt favorable. Pourquoi cette crainte alors de nos compatriotes ? Tu expliques ça comment ? Alors, cette réglementation offre en effet de nouvelles possibilités. Je pense que les exploitants devraient en sont conscients. Le domaine de la catégorie spécifique
est très vaste et cette réglementation est proportionnelle au risque et est rédigée dans toute la mesure du possible en termes de performance. Donc, c'est une réglementation qui permet de faire beaucoup de choses. Alors, je pense que l'inquiétude vient peut-être de la méthodologie d'analyse du risque qui est nouvelle et qui peut apparaître compliquée de premier abord. C'est une méthode puissante qui peut s'appliquer dans un grand nombre de cas. Il faut donc garder ça à l'esprit, mais elle peut être aussi adaptée dans les cas simples. Alors j'espère qu'avec l'expérience, avec la pratique, les inquiétudes devraient disparaître et certainement on utilisera l'expérience pour pour améliorer cette méthodologie. Alors il faut voir que la méthodologie SORA n'est pas obligatoire dans tous les cas, puisqu'on a créé pour faciliter la mise en œuvre de la catégorie spécifique des scénarios standards et les PDRA, Pre-Determined Risk Assessment. Il y a 2 scénarios standards et 5 PDRA, et on continuera d'en développer, bien sûr. Donc ça, ce seront des choses qui faciliteront la mise en œuvre. De la même manière, le Light Unmanned Aircraft Certificate est également un moyen qui permet de faciliter les opérations en catégorie spécifique, puisqu'il contient des privilèges, permet de démarrer des exploitations sans demander des autorisations, mais bien sûr, en contrepartie, l'exploitant doit faire un effort pour s'organiser, procédure, gestion de la sécurité, compte rendu d'incidents, etc. Oui, ça va de soi. Alors, il n'y a pas que les exploitants de drones, d'ailleurs, qui sont préoccupés par cette nouvelle réglementation européenne, hein. On a les constructeurs français qui le sont tout autant. La certification de classe n'a-t-elle pas condamné ou ne va-t-elle peut-être pas condamner les petits constructeurs au profit des grandes firmes asiatiques ? Bon, c'est clair qu'un grand constructeur a plus de moyens qu'un petit. Ça, c'est pas spécifique aux drones. Et donc, il lui est plus facile, ayant plus de ressources, d'obtenir un marquage de classe. Par contre, la réglementation s'applique pour tous. Cette création des classes a été faite pour améliorer la sécurité, c'est-à-dire avoir des drones qui soient fiables, et aussi pour créer un marché européen. L'intérêt de le marquage de classe, c'est qu'il est valable dans toute l'Europe. Nous sommes au début de cette mise en œuvre et elle pourra être améliorée. Ce système de marquage de classe est quand même un système bien connu. C'est en fait le marquage CE qui est utilisé pour de nombreux composants électroniques. Donc, ce qui sera important, je pense que s'il y a des difficultés précises identifiables, les constructeurs devront faire part à la Commission pour que la procédure soit améliorée. Oui, tout à fait. Alors, j'interrogeais dernièrement un constructeur français qui regrettait de ne pas voir dans le paysage européen un leader de l'aéronautique télépilotée. Donc, est-ce que nos réglementations ne sont pas trop contraignantes pour permettre à des constructeurs français ou européens de se hisser au niveau de ces géants chinois ? Alors, ma réponse serait de dire que, d'une part, ces réglementations ont fait part d'une large consultation. Et aussi que les 3 catégories, la méthode SORA, certains PDRA et standards scénarios, ont été développés par JARUS, qui est une organisation qui regroupe plus de 60 pays, dont la Chine, les USA, le Japon, le Canada, l'Australie, pour en nommer quelques-uns. Ce que je veux dire, donc, c'est que la grande base de notre réglementation européenne a en fait été élaborée au niveau mondial, avec les principaux participants dans le domaine drone. Donc, si ces États sont cohérents avec eux-mêmes, ils appliqueront cette réglementation à leurs constructeurs. Donc, je ne pense pas que la réglementation européenne défavorise les constructeurs vis-à-vis des autres. Alors, bien sûr, ces réglementations pourront être améliorées avec l'expérience. Une réglementation n'est jamais statique. La mise en œuvre compte beaucoup et on devra être capable de les améliorer au vu de l'expérience. Alors, il faut bien voir que nos réglementations prennent en compte la sécurité, bien sûr, qui est un critère important pour l'acceptation par le public et les autres usagers de l'espace aérien d'activité des drones. Je crois qu'il faut ne pas perdre de vue cela, c'est que les gens restent, il les convaincre que les drones sont une activité sûre. Et donc, si on n'avait peut-être pas de bonnes conditions pour l'approbation technique des drones, l'acceptation se passerait moins bien. Alors, bon, puis je dirais que devenir un constructeur important, c'est pas uniquement un problème de réglementation, ça impose des moyens, ça impose des recherches. Donc, la réglementation joue un rôle, bien sûr, mais ce n'est peut-être pas
le point prédominant. Pour en revenir à la réglementation européenne, les vols hors scénario sont de plus en plus envisagés par les exploitants. Ils sont cependant refroidis par la complexité des demandes d'exploitation dites hors scénario qui nécessitent une analyse de risque de type PDRA ou SORA. Tu en as beaucoup parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que ce type d'exercice, purement administratif selon certains, n'est pas trop exagéré pour des vols dont l'utilisation des drones sont a priori déjà classés comme étant à risque modéré? Je parlais bien sûr des drones qui circulent dans la catégorie spécifique. Alors, bon, je ne pense pas que le SORA ou le PDRA sont un exercice purement administratif. Ce sont des méthodes d'analyse de risque. Et il m'apparaît normal que toute personne qui existe une activité soit consciente des risques que cette activité peut générer. C'est une question, je dirais, de responsabilité. Et les assurances en particulier sont sensibles à toutes les aux analyses de risque. Alors, le risque en catégorie spécifique est plus élevé qu'en catégorie ouverte, donc le mot modéré doit être pris dans ce contexte. L'avantage des SORA et PDRA est donc d'identifier ces risques, d'avoir une méthodologie reconnue par tous et de définir des mesures de mitigation des risques qui sont proportionnelles à ceux-ci. Alors, il est clair aussi que la complexité d'une étude SORA dépend de la complexité de l'opération. Cette méthodologie, à nouveau, a été faite pour couvrir un grand type d'exploitation. Certaines peuvent être très ambitieuses et donc est obligée d'être relativement détaillée pour tenir compte de tout cela. Mais pour un cas simple, à mon avis, on peut faire simple. Alors, bon, pour répondre un petit peu à l'objection générale, complexité administrative, je dirais, on dit souvent, si vous pensez que la sécurité coûte cher, essayez donc un accident. Oui, effectivement. Et je pense qu'en cas d'accident, avoir fait une analyse sera sans doute un bon moyen pour éviter des gros problèmes. Oui, tout à fait. Ne pas l'avoir fait ou l'avoir bâclé mettrait sans doute un exploitant en difficulté. Sans aucun doute, et j'abonde dans ton sens. Alors, certains dangers sont considérés comme purement administratifs. Par exemple, comme le vol de pulvérisation sur les vignes à 5 mètres au-dessus des feuillages. En cas d'utilisation d'un drone de plus de 25 kg, il faut absolument rédiger une SORA. Mais ce n'est pas le cas si sa masse est de 24,99 kg. Les cas similaires sont assez nombreux. Est-ce que le bon sens ne pourrait pas remplacer l'administratif pour une fois? Ça, c'est un problème qui est le problème de toute limitation de ce type. À partir du moment où tu dis 25 kg, moins de 25 kg, plus de 25 kg, tu auras toujours des gens qui seront près de la frontière. Oui, c'est vrai. C'est pas nouveau. Ça existe par exemple, dans certification pour les petits avions. La masse maximale, c'est 8 tonnes 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est 100 kg au-dessus? Bon, c'est un peu inhérent à ce type de limitation. Je dirais quand même que cette limite de 25 kg est acceptée un peu partout dans le monde pour séparer ce qui est opération simple d'opération plus compliquée. Aux États-Unis, c'est 55 livres, par exemple, mais le Charus avait aussi dit 25 kg. L'avantage de la catégorie spécifique, c'est d'éviter la situation qui existe aux États-Unis où beaucoup d'opérations sont gérées par des dérogations. Aux États-Unis, ce qu'ils ont en fait, est grosso modo comparable à la catégorie ouverte. À partir du moment où tu sors de la catégorie ouverte, au-dessus de 120 mètres, BVLOS, il faut demander une dérogue aux États-Unis. Il y en a plusieurs milliers en ce moment qui sont en existence et en cours. Ce qui, à mon avis, n'est pas une situation idéale d'un point de vue politique. Bon, c'est pour répondre peut-être plus précisément à ta question, je dirais faire une SORA. Si on doit faire une SORA parce qu'on est un peu à l'écart ou au-delà des limites de la catégorie ouverte, peut-être en faire à ce moment-là une qui soit un peu plus ambitieuse qu'une simple recopie de la catégorie ouverte. Si j'avais ce cas, je pense que j'essaierais de faire quelque chose de plus ambitieux, un drone plus lourd, une exploitation peut-être BVLOS, un volet au-dessus de 120 mètres pour couvrir plus de terrain, plutôt que d'essayer de retrouver les conditions de la catégorie ouverte. Dans la plupart des cas, on nous dit, mais une simple dérogation ne pourrait-elle pas être envisagée, comme tu l'as dit toi-même aux États-Unis, mais enfin peut-être qu'on arriverait à ce moment-là à trop de dérogations. Alors une dérogation, c'est pas mon choix. Enfin, je dirais, essayons de faire de la catégorie spécifique. Elle a été faite pour ça. Bon, maintenant, le règlement de base 2018-1139, qui gère la sécurité européenne en Europe,
et les responsabilités des États de la commission de l'ASA permet en effet que les États délivrent des dérogations, mais de manière contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui est défini par ce règlement. Je dirais que la dérogation, c'est pas forcément mon choix. Je pense que la catégorie spécifique avait été faite pour cela. Et il faut se rappeler que d'un point de vue politique, le terme dérogation est toujours considéré comme un peu sulfureux. Donc je suis pas sûr que les États soient très chauds pour en délivrer. Mais c'est possible. Yves, je souhaiterais aussi aborder un autre thème qui m'est cher au niveau de la radio. J'essaye de le promouvoir à chaque fois. C'est le thème de l'emploi. On le constate chaque jour un peu plus. Les filières drones se développent, c'est une évidence. Pour autant, les emplois restent modestes. J'en discutais dernièrement avec un de mes invités où on avait prévu des milliers d'emplois dans le secteur du drone. Mais même si ces secteurs se développent de plus en plus, c'est plus ceux de la formation qui se développent, et on pourra en reparler éventuellement, et des exploitants en micro-entreprise, en tous les cas, pour la France. Pourquoi ces activités parallèles de la filière drone, telles que l'ingénierie, la maintenance, les activités commerciales, peinent à se développer, selon toi? Honnêtement, j'ai pas de réponse précise. Je risquerais de dire, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de réglementation précise pour ce domaine, au moins dans l'état actuel de la réglementation. Cela dit, les propositions incluses dans la NPA 2022-06, dans les dossiers de vérification des drones, pour les opérations de type CL3 et 4, et la catégorie certifiée, changeront sans doute cette situation. On verra apparaître des DOA, on verra apparaître des organisations de maintenance, ce qui pourrait donc générer, en fait, un intérêt pour ces activités. Oui, tout à fait. Alors, justement, ces activités dont on parle, il y en a qui sont plus développées que d'autres. Les activités telles que l'agriculture ou la sécurité se développent fortement en ce moment. Penses-tu que ce soit un épiphénomène ou est-ce que ce sont vraiment des secteurs d'avenir? Alors, je confirme effectivement que ce sont des deux domaines importants. Et je pense qu'ils vont demeurer parce que les drones sont très bien adaptés à ce type d'activité. C'est-à-dire un travail qui est souvent répétable, monotone, et pour cela, les drones sont très bien placés. Oui, tout à fait. Tout ce qui est, par exemple, surveillance d'une installation critique, l'emploi de drones peut, par exemple, limiter le nombre de fausses alertes. Il se passe quelque chose, on envoie un drone, il voit, il informe. Et de la même manière en agriculture, les drones présentent de grands avantages, en particulier parce qu'ils peuvent faire des photographies que l'on peut ensuite traiter par intelligence artificielle et obtenir une très bonne idée de la manière dont la culture se développe. Alors pour nos auditeurs, lorsqu'on a préparé cette émission, tu m'as fourni effectivement un petit tableau qui est fort intéressant, qui est issu de Drone Industry Insight, sur lequel les trois activités qui sont aujourd'hui en fort développement, c'est l'énergie avec 14% de l'activité, la construction avec 12% et l'agriculture effectivement avec 9%. Donc ça c'est un peu pour me donner pour dire un peu à nos auditeurs le petit tableau que tu m'as envoyé. Et le top 3 des applications liées aux drones qui sont quand même les plus utilisées aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la topographie et l'ensemble des applications terrain. Tout ce qui concerne aussi, alors à 34%, pardon, tout ce qui concerne effectivement l'inspection, peut-être la sécurité, l'inspection, etc. Donc ça représente 25%. Et on est, par contre, je pense, assez en baisse avec la partie photographie et film, puisque ça ne représente plus que 10%. Donc ce qui peut donner des indications à nos auditeurs pour pouvoir se positionner sur le futur, justement. Alors, Yves, nous arrivons doucement au terme de cette interview. Je te remercie déjà de nous avoir donné plein d'informations intéressantes. Alors, est-ce que tu souhaites t'exprimer sur un sujet en particulier ou qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs de Fréquence Drone ? J'aimerais dire deux choses en fait. La première, c'est d'encourager la communauté drone à participer activement dans le processus réglementaire et à faire part des difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre de cette réglementation. C'est un moyen de faire évoluer la réglementation, c'est un moyen de l'enrichir. Donc la profession, la communauté a tout intérêt
à être très active dans ces domaines, soit directement sur le website de l'EASA, Common Transplant Tool, soit au travers des associations représentatives. Donc, je pense qu'on a tout à gagner, que ce soit une autorité ou que ce soit la communauté, à ce qu'il y ait une participation active dans le processus réglementaire. Le deuxième point, c'est la partie emploi. Alors, je pense que l'activité drone est génératrice d'emplois. Il sera intéressant effectivement de développer les catégories que tu as mentionnées dans cette interview. Et je crois aussi que la communauté drone, qui est neuve, a sans doute une très grande possibilité pour permettre à la fois la diversité et l'égalité des chances dans les exploitations. Il y a des choses comme les femmes et les drones. Et je crois que c'est une très bonne opportunité pour les drones, justement, qui peuvent introduire plus facilement ce genre de concept que l'aviation classique, qui porte le poids d'une histoire. Et je rappelle que notre toute première émission, lorsque l'on a lancé notre web radio Fréquence Drone, c'était le drone au féminin. Et donc justement, on encourage nos homologues féminines à pouvoir se lancer dans cette activité drone parce que il n'y a aucune difficulté première à ce que ces dames puissent utiliser un drone ou faire de la maintenance ou participer à faire du consulting, et il y a de nombreuses femmes que j'ai eu l'occasion d'interviewer par le passé et qui se sont lancées dans ces activités, aussi bien dans le télépilotage que dans le consulting, que dans la maintenance ou dans d'autres secteurs d'activité. Bien, écoute Yves, merci pour ta présence. Désolé auprès de nos auditeurs pour les quelques petites interruptions techniques que l'on a eues. Merci à tous, c'était l'interview d'Yves Morier, animé par votre serviteur pour Fréquence Drone. Et si vous aussi vous êtes intéressé pour être interviewé, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées et sujets que vous aimeriez nous soumettre à contact@fréquence-drone.fr ou directement sur notre site web, fréquencedrone.fr tout simplement. Retrouvez également nos émissions et les interviews et donc en podcast sur la plupart des plateformes dédiées en tapant les mots-clés Fréquence Drone. Merci Yves. Merci Thierry. Fréquence Drone, à la rencontre des acteurs de la filière drone.